Cameroun, dans la ville de Douala, plus précisément s'est tenu un meeting du parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le candidat Maurice Kamto se lançait ainsi dans la bataille pour le 7 octobre. Au Rwanda, le procès de Diane Rwigara, opposante et activiste des droits humains, a été une fois encore reporté. Elle est poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification des documents visant à participer à l'élection présidentielle. En Égypte, la Cour de cassation égyptienne a confirmé lundi la condamnation à la peine capitale prononcée à l'encontre de 20 islamistes. Ces derniers sont reconnus coupables du meurtre de 13 policiers. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Rwanda. Le procès de Diane Rwigara, opposante et activiste des droits humains, a été une fois encore reporté. Le procès devrait se tenir ce lundi à Kigali, la capitale. Il faut dire que Diane Rwigara est poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification de documents visant à participer à l'élection présidentielle. Nous étions en 2017. Reportage. La date de la prochaine audience de l'opposante rwandaise Diane Rwigara sera connue dans les jours à venir, mais en attendant, celle de ce lundi a accouché d'un nouveau report. Le ministère public a justifié ce report par le retard du dépôt d'une demande de mise en liberté provisoire par les avocats de l'opposante, ce qui n'a pas permis à la Cour de l'examiner. Diane Rwigara et sa mère sont accusées de faux et usage de faux et d'incitation à l'insurrection. Elles risquent jusqu'à 15 ans de prison. La mère et la fille sont aussi inculpées d'évasion fiscale. La famille Rwigara est en effet sommée par le fisc rwandais de payer près de 5 millions d'euros d'arriérés et d'amendes dans le cadre du recouvrement de l'activité économique de l'usine Premier Tobacco Company. Pour Human Rights Watch, il n'y a aucun doute, ce procès n'est qu'une répression politique post-électorale. Diane Rwigara parle pour sa part de persécution de la part du pouvoir rwandais après sa tentative de se présenter à l'élection présidentielle contre le président Paul Kagame en 2017. Diane Rwigara, sa mère et sa sœur ont été arrêtées en septembre 2017, mais sa sœur a été libérée après l'abandon des charges d'incitation à l'insurrection qui pesaient contre elle. Au Cameroun, la campagne pour la présidentielle pour le 7 octobre prochain se poursuit, où les deux régions anglophones sont en proie à une crise majeure. Dans la ville de Douala, plus précisément à Bonaberi, s'est tenu un meeting du parti Mouvement de la Renaissance du Cameroun du candidat Maurice Kamto. On fait le point avec notre correspondant sur place, Narcisse Ou. La campagne pour la présidentielle où se présentent 9 candidats pour une élection prévue le 7 octobre s'est ouverte au Cameroun où les deux régions anglophones sont en proie d'une crise majeure. Dans la ville de Douala, précisément à Bonaberi, s'est tenu le meeting du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Militants et sympathisants du MRC ainsi que la population ont pris d'assaut l'esplanade en face du lycée bilingue de Bonaberi. Malgré l'interdiction par les autorités, le meeting s'est déroulé sous la surveillance des forces de l'ordre, près de l'endroit initialement prévu. Le meeting a donné l'occasion à Maurice Kamto de présenter son programme politique et son équipe de campagne. Avec les membres des partis politiques alliés au mouvement de la Renaissance du Cameroun et les forces vives, Maurice Kamto a continué sa propagande électorale au collège Saint-Michel à Douala. Ici, le même message de renaissance pour le changement et le rayonnement sans limite du Cameroun est donné. Durant ces meetings, le candidat de MRC avait à ses côtés son directeur de campagne Paul-Éric Kingé et Christian Pendaïkouka, l'actuel conseiller du président Paul Biya. Au Gabon, à 12 jours des élections générales, une vingtaine d'intellectuels ont dénoncé ce lundi le coût des recours électoraux qu'ils jugent moralement inacceptables. Il faut dire que les recours devant la Cour constitutionnelle gabonaise chargée de valider les résultats des élections sont devenus payants depuis 3 mois. Les détails. Les recours devant la Cour constitutionnelle gabonaise sont devenus payants depuis quelques mois.
Une situation qualifiée d'incompréhensible aux yeux de nombreux intellectuels gabonais. Ces derniers estiment qu'il est moralement inacceptable que l'institution qui juge en dernier ressort de la régularité et de la validité des élections impose une sélection par l'argent des recours contentieux susceptibles d'être présentés devant elle. Au nombre des dénonciateurs, 22 en tout, des juristes, des enseignants, des journalistes, des écrivains, l'économiste Maïs Mouissi, le politologue Wilson André Ndombe ou encore le leader de la société civile, Marc Ona. Pour la petite histoire, depuis le 29 juin, les recours auparavant gratuits au Gabon sont devenus payants à la Cour constitutionnelle. L'institution réclame 5 millions de francs CFA pour contester une élection présidentielle et 500 000 francs CFA pour une procédure concernant un député ou un sénateur. Pour les protestataires, cette mesure, en plus de réserver le droit de contester une élection aux seuls Gabonais nantis, pourrait favoriser les fraudeurs qui pourront désormais s'adonner aux pires irrégularités dès lors qu'ils sauront que la situation financière de leurs adversaires ne leur permettra pas de contester la régularité du scrutin. En 2016, plusieurs recours avaient été déposés par l'opposition pour contester la candidature, puis la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba auprès de la Cour, qui avait elle-même validé sa victoire avec 50,66% des suffrages contre 47,24% pour l'opposant Jean Ping. Les élections législatives et locales, les premiers scrutins d'importance depuis 2016, sont prévus le 6 octobre prochain. Un second tour pour les législatives sera organisé le 27 octobre. En Égypte, la Cour de cassation a confirmé lundi la condamnation à la peine capitale prononcée à l'encontre de 20 islamistes. Ces derniers sont reconnus coupables du meurtre de 13 policiers lors de violences qui avaient suivi la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi en 2013. On fait le point à travers donc ces reportages. Le verdict est définitif et ne peut plus désormais faire l'objet d'un autre recours. 20 islamistes reconnus coupables du meurtre de 13 policiers lors de violences qui avaient suivi la destitution de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi en 2013 ont été condamnés lundi à la peine capitale. La Cour de cassation égyptienne confirme ainsi le verdict prononcé le 2 juillet 2017 par la Cour criminelle du Caire. Les 13 policiers ont été tués le 14 août 2013 après la dispersion par les forces de sécurité de 2 sit-ins massifs au Caire de partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Une foule en colère avait alors attaqué un commissariat à Kerdassa, dans la banlieue du Caire, réputé être un fief islamiste. Plus de 700 manifestants avaient été tués durant ces violences. Dans la même affaire, la Cour de cassation a également confirmé lundi les condamnations à perpétuité à l'encontre de 80 accusés et à 15 ans de prison contre 34 autres accusés. 21 personnes ont été cependant acquittées. Depuis la destitution en juillet 2013 de Mohamed Morsi par l'armée, dirigée alors par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, des centaines de peines capitales ont été prononcées à l'encontre des partisans du président déchu. Mais la majorité a été ensuite annulée par la Cour de cassation. Deuxième étape de la tournée du souverain pontife dans les pays baltes. Le pape François a mis le cap sur la Lettonie. Dans le cadre de sa visite, il a prononcé un discours durant lequel il a dénoncé ceux qui expulsent les autres et loué également l'hospitalité de la Lettonie. Pour la première étape d'une visite de 4 jours dans les pays baltes, le pape François, à peine arrivé à Vilnius, a dénoncé, sans citer de nom, ceux qui expulsent les autres et loué la tolérance et l'hospitalité des Lituaniens. Il a donné cette nation à majorité catholique en exemple à la communauté internationale et notamment à l'Union européenne. Le développement des communautés ne se réalise pas et ne se mesure pas non plus uniquement par le potentiel des biens et des ressources qu'on possède, mais par le désir qu'on a d'engendrer la vie et de créer l'avenir. Cela n'est possible que dans la mesure où il y a un enracinement dans le passé, de la créativité dans le présent, ainsi que de la confiance et de l'espérance dans l'avenir. Aujourd'hui, la visite de votre sainteté est un puissant élan pour poursuivre les idéaux de dignité humaine, de liberté et de justice.
Votre visite inspirera et renforcera nos familles, notre société et notre pays. La Lituanie et les autres pays baltes ont connu une croissance économique rapide, mais aussi l'apparition d'inégalités sociales et une migration massive de jeunes vers l'Occident qui pose un sérieux problème. Le 25e déplacement du pape à l'étranger s'annonce a priori serein. Voilà qui nous conduit directement au sport. On retrouve Joël Nestor à nous dans un court instant. Joël Nestor à nous, bonjour. Kodjovia maintenant, bonjour. Au niveau de la Fédération internationale de football association, ça travaille beaucoup. Le joueur de l'année est connu et pour la première fois depuis 10 ans, ce ne serait ni Cristiano ni Messi. Tout à fait, Kodjovia maintenant. Eh bien, c'est un autre joueur du Real Madrid. Il a nom Luka Modric. Il a donc été sacré joueur de l'année 2018 par la FIFA. C'était ce lundi à Londres, à l'issue d'une saison de rêve qu'il a vu soulever, on le sait, par 3 fois pour la 3e année consécutive la Ligue des Champions et surtout porter la Croatie en finale de Coupe du Monde. Il met ainsi fin à la domination sans partage de Ronaldo et Messi qui trustent les ballons d'or et les trophées FIFA depuis maintenant 10 ans. Le panel de supporters, capitaines et sélectionneurs, journalistes a donc privilégié le savoir-faire et l'humilité du joueur croate au clinquant du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo ou aux statistiques de Mohamed Salah, la machine à marquer de Liverpool qui était aussi en liste. Ronaldo n'a d'ailleurs pas jugé utile de se présenter pour cette distinction. Le meilleur gardien de but, il était à Chelsea, aujourd'hui il est au Real Madrid, il a nom Thibaut Courtois. La meilleure joueuse est Marta, brésilienne. Un titre que personne n'a compris. L'entraîneur d'équipe masculine, c'est bien Didier Deschamps de la France qui a remporté, on s'en souvient, la Coupe du Monde. L'entraîneur d'équipe féminine, c'est un autre Français, Reynald Pedros. Il coach Lyon, l'équipe de football féminine. Le trophée Puskás du plus beau but, là, est revenu à un Africain, c'est bien Mohamed Salah qui a été primé. L'équipe de l'année à un autre gardien, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, un certain David De Gea qui est à Manchester. Dani Alves, que personne n'a compris aussi, qui se glisse dans cette défense-là avec Raphaël Varane, Sergio Ramos. C'est un peu plus clair. Marcelo du Real Madrid aussi. Luka Modric au milieu de terrain avec N'Golo Kanté, Eden Hazard. Et puis en attaque, Lionel Messi, Kylian Mbappé et puis Cristiano Ronaldo. Alors, est-ce que vous, en dehors de déjà dont vous parlez, vous êtes d'accord pour ce 11 type? Le 11 type est un peu bizarre parce que le meilleur joueur, le meilleur gardien de but de l'année, c'est Thibaut Courtois, alors qu'il n'est pas dans l'équipe de l'année FIFA. C'est un peu bizarre. On a vu David De Gea qui se glisse dans l'équipe de l'année, alors que le meilleur gardien, c'est Thibaut Courtois. C'est une bizarrerie. Il y a Dani Alves qui n'a joué que 15 ou 16 matchs la saison écoulée, qui a été incapable d'aller à la Coupe du Monde pour faire de blessures et qui se retrouve meilleur arrière droit dans cette équipe. C'est surprenant alors qu'il y a des joueurs qui ont brillé à ces postes-là en Europe tout au long de la saison. Un joueur qui joue à peine 15 matchs, qui n'a convaincu personne. Il n'a même pas pu déloger Thomas Meunier je dirais, de la mentalité des supporters du Paris Saint-Germain la saison passée. Eh bien, il est quand même meilleur latéral de la saison. Autant de bizarreries qu'on peut notamment relever. Au niveau des Bleus, il n'y a pas eu quand même de satisfaction parce qu'il n'y a pas même eu de trophée individuel pour un seul joueur champion du monde. Je trouve par contre que là c'est justice parce que la France n'a convaincu personne. Ils ont gagné. Vous êtes d'avis avec Marine Le Pen qui pense que c'est l'équipe la plus moche qui a gagné la Coupe du Monde? Pas forcément l'équipe la plus moche parce que là c'est plutôt un débat de doctrine. Quel est le plus beau football? C'est pas la question. Mais la France a beaucoup plus été une équipe compacte, donc ils l'ont gagné collectivement. Il n'y a pas une individualité qui mérite un ballon d'or plus que ce que Luka Modric a pu faire. Merci donc à vous, Johannes Toadou. C'est votre avis et c'est donc sur cet avis d'ailleurs que nous allons refermer cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera donc tout pour cette édition. Mais l'actualité, quant à elle, se poursuit sur Sika. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.